Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui retour dans le supérieur et on va parler principe de récurrence. Alors si vous avez fait un peu de maths, c'est un principe que normalement vous devez connaître. Mais contrairement à d'habitude, on ne va pas simplement l'utiliser, on va le prouver. On va prouver qu'il fait bien ce qu'il prétend faire, c'est-à-dire prouver qu'une propriété est vraie à partir d'un certain rang. C'est parti. Alors vous voyez ce monsieur, il s'appelle Giuseppe Peano. Il est à l'origine de la construction de l'ensemble N, l'ensemble des entiers naturels, via les axiomes qu'on appelle les axiomes de Peano. Mais qu'est-ce que c'est un axiome? Un axiome, c'est simplement une proposition qu'on considère évidente et qu'on admet sans aucune démonstration. C'est donc à la fois les briques et le ciment qui fondent une théorie mathématique. Dans cette vidéo, on ne reviendra pas sur la construction à proprement dit de l'ensemble N qu'on appelle l'ensemble des entiers naturels, parce que c'est une construction assez austère et vraiment pas agréable à lire. Pour les plus curieux, je vous mets en lien un document qui a été écrit par le fameux Daniel Perrin, et je vous invite à le lire si vous voulez aller plus loin. Mais nous, aujourd'hui, on va simplement se contenter de dire que cet ensemble N existe et qu'il vérifie les propriétés suivantes. N est non vide. Donc, concrètement, si N est un endroit, vous avez forcément au moins un habitant dans cet endroit. N est totalement ordonné, toute partie non vide de N possède un plus petit élément, et toute partie non vide et majorée de N possède un plus grand élément. Alors, revenons sur le point numéro 2, N est totalement ordonné. Ça veut dire quoi, être totalement ordonné? Ça veut dire que, pour tout élément X et Y appartenant à cet ensemble, on a ou X qui est plus petit que Y, ou Y qui est plus petit que X. D'accord? Donc le inférieur ou égal est une relation d'ordre, et on retiendra que via cette relation d'ordre, deux éléments sont toujours comparables. Concernant le 3, toute partie non vide de N possède un plus petit élément. Ça peut se caractériser de la façon suivante. Si on considère grand A une partie de N, d'accord, signe de l'inclusion, alors il existe toujours un petit a qui appartient à grand A, tel que tous les éléments de A vérifient la propriété suivante. D'accord? Donc, grossièrement, aucun élément de cette partie ne peut être plus petit que lui. Et le dernier point, toute partie non vide et majorée de N possède un plus grand élément. Donc encore une fois, on va considérer une partie A de N. Cette partie non vide est majorée. Si elle est majorée, ça veut dire quoi? Qu'il existe une constante grand M appartenant aux entiers naturels, tels que tous les éléments de A, donc pour tout X appartenant à A, vérifient la propriété suivante, ils sont tous inférieurs ou égaux à M. Du coup, admettre un plus grand élément, c'est comprendre qu'il existe un élément de cette partie, donc un petit a de la partie grand A, tel que tous les éléments de la partie grand A sont plus petits que ce fameux petit a. Ok? Alors là, on est clairement sur des définitions à coup de quantificateur, et c'est pas forcément évident d'absorber toute l'information. Mais clairement, là, il y a un sens commun que vous devriez avoir depuis le collège. On a l'habitude quand même de comparer des quantités, on a commencé avec des inéquations très tôt, et c'est pour ça que j'ai passé tout le volet construction de N, parce que l'exposé reviendrait à faire grosso modo ce genre de discussion, mais pour une vidéo qui va durer 1 heure et demie. Donc pas vraiment d'intérêt, et ça ne sert pas du tout l'exposé, ne vous inquiétez pas. De ces propriétés découlent pas mal de choses, et en particulier le fameux principe de récurrence. Donc on va considérer un prédicat P de N sur grand N, donc un prédicat, ça peut être une égalité, ça peut être une inégalité, ça peut être aussi une propriété, et on donnera de toute façon un petit exemple après. On suppose alors qu'il existe un entier, N0, tel que la propriété Pn0 est vraie. De plus, hypothèse numéro 2, on suppose que dès que N est au moins égal à N0, le prédicat au rang N implique le prédicat au rang N plus 1. Cela suffit, et c'est la force du principe de récurrence, pour dire que P de N est vrai dès que N est supérieur ou égal à N0. Alors pour comprendre un prédicat, ça peut être simplement quelque chose qui va s'écrire comme ça, une propriété du style somme di allant de 1 jusqu'à n di est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Voilà un prédicat. Donc dire par exemple que le prédicat est vrai au rang n0, on peut écrire ici par exemple n0 égale à 2, et on va vérifier que l'égalité est vraie. Quand n vaut 2, donc à gauche on a la somme di allant de 1 jusqu'à n égale à 2, di, et ça, on va le comparer à n facteur de n plus 1 divisé par 2, quand n vaut aussi 2. Donc on a 2 fois 2 plus 1
le tout divisé par 2. On barre les 2, il reste 3. Et on va regarder ce qui se passe ici. Quand i vaut 1, on obtient 1, plus quand i vaut 2, on obtient 2. Et on a bien l'égalité. Donc le prédicat est vrai au rang n égale à 2. Allez, on efface un peu ça. Hop là. Maintenant, comment prouver ce théorème? On va d'abord considérer l'ensemble epsilon défini de la façon suivante. C'est l'ensemble des cas appartenant à grand N, tel que K est supérieur ou égal à N0, et la proposition P de K est fausse. Alors là, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Regardez le théorème. On a deux hypothèses, hypothèse 1, hypothèse 2. Si ces deux hypothèses-là sont réalisées, alors la propriété P de n est vraie dès que n est supérieur ou égal à n0. Regardez cet ensemble-là. Il est constitué de quoi cet ensemble-là? Il va être constitué d'entiers naturels qui vont être sélectionnés de quelle façon? À partir du moment où les entiers sont plus grands que n0 et que simultanément, pour cet entier-là, la propriété P de K est fausse. Donc on essaye de faire quoi? On essaye de trouver finalement un contre-exemple à cette vérité-là. D'accord? On va chercher un cas au-dessus de N0 où la propriété sera fausse. Alors si cet ensemble-là n'est pas vide, c'est qu'il existe un certain cas plus grand que N0 tel que la propriété P de K est fausse. Et forcément, ce théorème ne peut pas être vrai. Si on n'en trouve pas, alors on aura prouvé notre théorème. D'accord? Donc notre objectif ici, c'est d'arriver à montrer que cet ensemble-là est un ensemble vide. Et comme d'habitude, pour prouver que quelque chose a un statut, on va essayer de montrer que si l'on suppose le statut complémentaire, on arrive à une contradiction. C'est ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. Donc par l'absurde, on va noter ici, par l'absurde, on va essayer de démontrer que l'ensemble epsilon est non vide. D'accord? Mais on vient de dire quoi? L'ensemble epsilon, c'est quoi? C'est un ensemble qui fait la collection de certains entiers naturels qui vont vérifier cette double condition. D'accord? C'est donc une partie de n, non? Et on a dit quoi juste avant dans la propriété 3? Toute partie non vide de n admet un plus petit élément. Du coup, cette partie epsilon, ok, qui est une partie de n, admet un plus petit élément, que l'on va noter comme ça, P, plus petit élément, que l'on va noter K0. D'accord? Et ce K0 appartient, bien entendu, à n. Mais là, il est clair que K0 est un élément de epsilon, puisque c'est un plus petit élément de qui? Bah de epsilon, d'accord? Et du coup, s'il appartient à epsilon, à votre avis, il doit vérifier quoi? Bah il doit être plus grand que n0, et faire en sorte que la propriété P de K0 soit fausse. Donc on a ici, on note, K0 est forcément supérieur strict à n0. Et pourquoi je dis pas supérieur ou égal à n0, à votre avis? Parce qu'on a supposé que la propriété Pn0 est vraie. Donc du coup, n0 n'appartient pas à cet ensemble, puisque la propriété Pn0 est vraie, et que pour être dans cet ensemble, il faut rendre la propriété fausse. Et on doit aussi avoir, et P de K0 est fausse. On va faire un petit peu de place, hop là. Maintenant, regardez l'astuce, et c'est souvent là que votre cerveau bug pour comprendre la démonstration. Qui est K0? On a dit quoi? C'était le plus petit élément de la partie epsilon. Mais pour faire partie du club de epsilon, il faut quoi? Il faut être d'abord un entier naturel, il faut être plus grand que n0, et faire en sorte que la propriété à mon rang soit fausse. Donc vous n'allez pas trouver un élément plus petit que K0 qui puisse valider cette double condition. Or, ici on a quoi? On a K0 moins 1, il est comment? Il est plus petit que K0, on est d'accord. Donc il ne peut pas appartenir à epsilon, puisque le plus petit élément de epsilon, c'est K0. Et de plus, K0 moins 1, il est comment? Bah, si K0 est strictement supérieur à N0, alors K0 moins 1, lui, est supérieur ou égal à N0. Et comme K0 moins 1 ne peut pas appartenir au club de epsilon, et que K0 moins 1 est supérieur ou égal à N0, donc il vérifie cette première condition, il ne peut donc pas vérifier la deuxième condition, puisque sinon, on aurait trouvé un élément encore plus petit que le plus petit élément qui appartient à epsilon. Donc on n'a pas d'autre choix ici d'affirmer que P de K0 moins 1 est vrai. Ok? Vous êtes toujours avec moi? Maintenant, regardez. Que dit l'hypothèse 2? Si à un certain rang, la propriété est vraie, ça implique qu'au rang supérieur, la propriété soit vraie. Mais si P de K0-1 est vrai, ça implique quoi? Et on va l'écrire en rouge. Bah, d'après l'hypothèse 2, ça implique que P de K0 est vrai. Ok? Mais là, on arrive clairement à une contradiction, puisqu'on a supposé quoi? Que P de K0 était fausse. Par conséquence, notre hypothèse de départ, qui était de dire que epsilon était différent d'ensemble vide, ne peut pas être validée. Et on est obligé d'accepter l'hypothèse contraire,
qui est ici epsilon égale à l'ensemble vide, ce qu'il fallait démontrer. Et on vient de prouver, et j'espère que vous l'aurez compris, parce que c'est vraiment une démonstration assez fine, le théorème qu'on appelle principe de récurrence. Allez, on finit avec un petit exemple quand même, histoire de... On va démontrer ici que pour tout n appartenant aux entiers naturels, 10 puissance n moins 1 est bien un multiple de 9. Et on va voir ici, en action, toute la puissance du raisonnement par récurrence. Ici, la propriété doit être vraie pour tout n. Donc on va commencer à initialiser notre récurrence au rang n0 égale à 0. Si dans un exercice on vous dit démontrer que pour tout n supérieur ou égal à 4, ici le n0 il sera égal à 4. Et après on va montrer, en supposant que p de n est vrai, donc 10 puissance n moins 1 est un multiple de 9, que la propriété pn plus 1 est elle aussi vraie. Et on aura démontré la propriété pour tout n. Donc écrivons ici notre propriété en fonction de n. C'est quoi la propriété? C'est 10 puissance n moins 1 multiple de 9. Ok? On va montrer la propriété au rang 0, donc p de 0. Donc il faut montrer ici que 10 puissance 0 moins 1 multiple de 9. Mais du coup, 10 puissance 0 moins 1, ça vaut combien? Ça vaut 0. Et 0 est bien un multiple de 9. Parce que c'est 9 fois 0. On va du coup maintenant se placer dans la réalité, c'est-à-dire qu'on va accepter la propriété vraie au rang n, et on va démontrer qu'elle est vraie aussi, avec l'hypothèse au rang n plus 1. Donc on suppose que P de n est vrai, et on démontre que P de n plus 1 est vrai. Alors si P de n est vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 10 puissance n moins 1 est un multiple de 9. Donc on va l'écrire 9 fois quelque chose, avec k qui appartient aux entiers naturels, car on sait que 10 puissance n moins 1, c'est positif. Donc à partir de maintenant, cette hypothèse est vraie pour nous. Ok? Donc on va pouvoir l'utiliser pour montrer que la propriété au rang n plus 1 est vraie. Donc pour démontrer que la propriété est vraie au rang n plus 1, il faut démontrer quoi? Il faut arriver à démontrer que 10 à la puissance n plus 1 moins 1 est un multiple de 9. Mais 10 à la puissance n plus 1 moins 1, c'est quoi? C'est 10 à la puissance n plus 1 moins 10 plus 9. Et ça s'écrit comment? On va se mettre ici. Là, ça s'écrit 10 facteur de 10 à la puissance n moins 1 plus 9. Mais d'après notre hypothèse ici, on a dit quoi? On a dit que 10 puissance n moins 1 est un multiple de 9. Et donc il s'écrit 9 fois k. On va donc injecter, entre guillemets, cette hypothèse dans nos étapes calculatoires en dessous. Donc ça peut s'écrire 9k. On a donc en égalité 10 fois 9k plus 9. On va mettre 9 en facteur, ça fait 9 facteur de 10k plus 1. Et on vient de démontrer quoi? Que 10 à la puissance n plus 1 moins 1 est bien un multiple de 9. Pourquoi? Parce que c'est bien 9 fois quelque chose. Et on peut conclure maintenant fièrement, d'après le principe de récurrence, 2 points, 10 puissance n moins 1 est un multiple de 9 pour tout n appartenant aux entiers naturels. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus les matheux, bye bye.